Madame, Monsieur, bonsoir et merci de la fidélité que vous témoignez à ITV. Voici tout de suite la colonne vertébrale du journal. L'école reprend ses droits demain pour une partie des élèves. On fait tout donc pour sauver les meubles. Mais déjà, l'école est une grande perdante de cette crise exceptionnelle. Les parents d'élèves, qu'ils le disent ou qu'ils le taisent, sont absolument inquiets. Les parents sont à l'honneur ce jour à l'occasion de la journée internationale qui leur est consacrée. Les parents du 21e siècle sont toutefois désarmés face aux mutations sociologiques et culturelles et face à la crise des valeurs, mais aussi la crise d'identité et d'autorité qui n'en finit pas. Beaucoup ont noté la grande lenteur entourant la distribution des aides alimentaires déployées dans le contexte de crise sanitaire. Mais si on ne règle pas rapidement ces difficultés, la lenteur pourrait transmuter en inefficacité, voire de l'impéritie. Nous le verrons avec l'étape saint-louisienne. Le dossier de ce 19h45 est consacré à la cité Baraque à Liberté 6. Les baraquements, ce sont maintenant pour la plupart de grands immeubles où les familles seront relogées. Mais beaucoup se plaignent du mode de répartition qui n'a pas de prise parfaitement avec la réalité. Enfin, la superpuissance américaine se déchire sur le plan sociologique, profondément divisée et racialisée. La société américaine renoue avec les vieux démons qui ressurgissent après la mort de George Floyd, étouffé par un policier qui a été dénoncé à 17 reprises pour inconduite et manquement à l'éthique. Dans un instant, le développement de toute la titraille. Et en deux petits mots, on vous signale d'abord que le délai légal du couvre-feu va arriver à expiration demain mardi. L'autorité compétente va d'ailleurs apprécier la suite à donner en termes d'assouplissement de maintien du statu quo. On verra tout cela donc demain. Et puis, une information tragique, 3 morts aujourd'hui, ce sont des ouvriers journaliers de Sen'Eau qui s'activaient sur un regard. C'était à Mbodjen dans le département de Mbour, 3 morts par noyade après l'explosion de l'ouvrage hydraulique. Nous y reviendrons également. La personne a été victime de malaise suite sûrement à une hypertension. La scène s'est passée aujourd'hui aux alentours de la Padoue. L'homme est finalement décédé. Notre reporter qui est tombé sur la scène a recueilli les propos d'un témoin. On va l'écouter. Il est tombé devant moi. Il était 9 heures. Il n'est pas décédé sur le coup. Mais il semble qu'il est mort maintenant. Nous ne savons pas de quoi il est mort. Lorsqu'il est tombé, il était 9 heures. Il est 11 heures actuellement et les sapeurs-pompiers ne sont toujours pas là. Mais vraiment, nous ne pouvons pas vous dire de quoi il est mort. Et c'est le sujet du moment. Les classes d'examen vont reprendre effectivement demain, mais il n'est pas exagéré de dire que l'année est déjà compliquée. On a réalisé à la veille de cette reprise un sujet à cet effet. Voici donc les contours avec Omar Khan qui s'est déplacé sur le terrain à Dakar. Fin de la récréation pour Mamadou. Élève en classe de CM2, il reprend les cours ce mardi. Son papa lui fait faire quelques exercices. Alors, 1 heure égale 60 minutes, c'est 60 minutes. Un papa un peu inquiet de la reprise. Il y a des inquiétudes, bien sûr, parce que les conditions dans lesquelles les élèves vont reprendre sont un peu difficiles. Donc, les enfants, les parents sont un peu stressés, les enseignants aussi.
Donc à plus forte raison les enfants. Parce qu'on avait fermé les écoles quand nous avions moins de cas. Et maintenant, les cas sont multipliés par 100 ou plus, alors qu'on veut reprendre les cours. Donc il y a l'inquiétude. Mais peut-être le gouvernement a eu des renseignements. Donc s'ils ont décidé de réouvrir les écoles, peut-être ils ont rassemblé toutes les garanties pour que les cours puissent se démarrer dans de bonnes conditions. Oui, pour les petits-enfants, c'est un peu difficile parce qu'après la récréation, ils sont dehors. Donc il faut les encadrer. Inquiet, oui. Pour autant, il ne compte pas retenir son fils à la maison. Mamadou ira bien à l'école ce mardi. Son papa n'a pas manqué de lui prodiguer quelques conseils. Donc à l'école, les enseignants sont sur place, donc ils vont remplacer les parents. Maintenant, le problème, c'est au cours de la route. Donc, s'ils ne sont pas accompagnés par les parents, donc on va leur donner des conseils pratiques, n'est-ce pas, ce qu'ils doivent faire sur le chemin de l'école. C'est de garder la distanciation sociale, c'est-à-dire ne pas se lier au cours de la route. Maintenant, une fois à l'école, donc se tenir à l'écart et aussi respecter les consignes données par leur maître. Donc, au retour de la maison, donc, comme toujours, donc, les enfants, quand on leur envoie acheter quelque chose, dehors, quand ils reviennent de dehors, on leur demande de se laver les mains d'abord, avant de salir, n'est-ce pas, de doter de leurs habits, donc les mettre au soleil, n'est-ce pas, pour tuer d'éventuels virus. Si les élèves en classe de BFM et en classe de terminale sont assez grands pour se protéger et éviter les contacts, tel n'est pas le cas pour les élèves en classe de CM2. Mamadou n'a que 11 ans, comme la plupart de ses camarades de classe. Voilà, c'était le ressenti des parents, d'élèves, la reprise des classes d'examen sur toute l'étendue du territoire. C'est donc demain et notamment à Yeumbeul Nord où toutes les conditions ont été renforcées en termes sanitaires et d'hygiène, ainsi que nous le rapporte Mamadou Lamine Fati. Les acteurs communautaires au cœur de la reprise des cours. La commune de Yeumbeul Nord est fin prête. En collaboration avec la Croix-Rouge, les relais communautaires et les Badianougor, nous avons recruté 150 volontaires à répartir entre les différents sites de la commune. C'est-à-dire qu'au niveau des écoles privées, il y a quand même certains volontaires qui seront au niveau des écoles privées, mais il y a des volontaires qui seront également au niveau des écoles publiques pour essayer de sensibiliser, un peu expliquer aux enfants comment porter le masque et quelles sont les techniques de lavage des mains et comment faire pour respecter la distanciation sociale dans la salle de classe. Parce qu'aussi, il faut signaler que les effectifs ont été revus à la baisse au niveau des salles de classe parce qu'aussi, aujourd'hui, il n'y a pas une seule salle de classe qui dépasse une trentaine d'élèves. Autrefois, les salles de classe pouvaient avoir 70 à 80 élèves, mais dans le contexte précis, on a d'abord désinfecté l'ensemble des salles de classe de la commune, mais aussi il y a une règle de distanciation qui est appliquée, qui fait qu'au niveau de chaque salle de classe, on ne peut pas trouver plus de 30 élèves. Des mesures pour accompagner les écoles publiques comme privées pour la réouverture des classes, annoncé par le maire de Yeumbeul Nord. Quitte de lavoir, il y a des bassines, il y a savon, il y a du gel hydroalcoolique. Il y a également un lot important de masques à distribuer entre les 8 établissements élémentaires et les 60 établissements privés. J'avoue que les thermoflash coûtent cher. On s'est battu quand même pour mettre un thermoflash au niveau de chaque établissement public. Ça ne peut pas être le cas pour les écoles privées. Nous avons quand même donné de manière symbolique un quota à l'association qui regroupe les écoles privées de la commune. À quelques heures de la réouverture des classes, les écoles privées et publiques de Yeumbeul Nord disent être prêtes à accueillir les élèves après 3 mois sans cours dus au coronavirus. Sentiment mêlé également dans la région de Saint-Louis où l'optimisme se le dispute avec l'angoisse, notamment chez les parents d'élèves. Illustration dans la partie septentrionale du pays avec Momar Alisnia. Ce 1er juin coïncide avec la célébration de la Journée mondiale du parent dans un contexte assez particulier, caractérisé par la reprise des cours pour les classes d'examen en pleine pandémie du coronavirus.
Une situation diversement appréciée par les parents d'élèves. Il y a un protocole qui est déjà mis en place au niveau des écoles, au niveau des lycées. Donc il n'y a pas à se faire créer des problèmes. Je pense que tout a été bien pensé et que le protocole mis en place, si c'est respecté, il n'y a pas de péril à la demeure. Et je pense également que le 2 juin, toutes les structures scolaires sont tenues de respecter ce protocole. D'autres parents, par contre, ne cachent guère leur inquiétude. C'est vraiment une grande inquiétude que nous, parents, nous avons dans le cadre de la reprise des cours qui doivent s'effectuer, je dis bien, dans 24 heures au niveau des établissements respectifs. Nous, parents, nous demandons davantage aux enseignants qui ont donc le pouvoir de gérer nos propres enfants, d'être encore plus vigilants. Certes, c'est un effort supplémentaire qu'on va leur demander, mais de grâce, ayez ce réflexe de voir, de bien observer l'enfant durant les moments auxquels ils sont ensemble avec l'enseignant. Espérons que les mesures édictées par l'autorité seront scrupuleusement respectées pour rassurer les nombreux parents d'élèves. Et c'est l'adage qui le dit, un parent est un ami imposé alors qu'un ami est un parent choisi. Et quoi qu'il en soit, le rôle des parents dans la société a profondément évolué ces dernières années. Et aujourd'hui, c'est la journée internationale qui leur est dédiée. Reportage auprès des familles ici à Dakar avec ce reportage de Boubacar Dia. Derrière cette porte vit la famille Doumbouya, une maison avec 3 bâtiments. Mamadou Doumbouya et sa famille occupent celui en face de l'entrée. Pour ce parent, le chômage des jeunes et les jeunes filles qui tardent à se marier constitue une grosse charge. Vous savez, beaucoup de jeunes, surtout les garçons, n'ont pas d'emploi, de même que les filles qui peinent à trouver un mari. Et tout cela fait que la vie des parents est dure ces temps-ci. Moi qui vous parle, j'en suis un exemple. C'est très difficile d'être parent dans ces conditions. Pour cet autre parent qui habite à Derklé, être père de famille ne saurait être une chose difficile. Selon lui, c'est une mission divine. C'est comme un fardeau que le bon Dieu impose à l'homme. Les enfants n'ont pas choisi de naître ou même qui seraient leurs parents. En plus, cela ne devrait pas être difficile pour un musulman qui se doit de veiller sur sa famille. Être parent en Afrique, plus particulièrement au Sénégal, c'est aussi faire des enquêtes de moralité sur les fréquentations des membres de sa famille, surtout quand une union sacrée est en vue. Personnellement, je suis très strict sur ce point. À chaque fois que je fais des enquêtes pour savoir avec qui ma fille traîne, surtout quand la personne veut la prendre en épouse, il me faut connaître ses origines et quel genre de personne est-il vraiment. Malgré leur âge, ses parents n'hésitent pas à investir le terrain de jeu des jeunes, à savoir les réseaux sociaux, cela afin de remplir leur rôle. Il faut être en phase avec l'esprit du temps. Aujourd'hui, en tant que parent, tu ne peux pas t'empêcher d'être sur YouTube, Facebook ou WhatsApp pour savoir ce que font tes enfants. Éduquer revient à comprendre les habitudes des enfants. Je ne vérifie pas les sites que mes enfants visitent, mais je n'arrête pas de leur crier dessus parce que je n'aime pas qu'ils passent tout le temps sur leur téléphone, surtout quand ils regardent des choses qu'ils n'auraient pas dû regarder.
Le 1er juin de chaque année est considéré comme la journée mondiale des parents, mais pour ce père de famille, les 365 jours de l'année sont aux parents. La preuve, pour lui, un parent se doit d'être au chevet de sa famille dans tout moment, surtout dans les épreuves de la vie. Voilà, les parents, c'est très très important, mais les tout petits également, c'est l'autre nom que l'on pourrait donner à la civilisation. On va parler de la pouponnière de Mbour qui est en difficulté avec les effets secondaires du coronavirus, mais toutefois des bonnes volontés et des philanthropes sont parvenus à se manifester. Nous retrouvons Alun Khan dans la ville aquatique de Mbour. La crise du coronavirus n'a pas épargné la pouponnière de Mbour qui accueille près de 200 enfants. La surveillante générale de la dite pouponnière explique les raisons. Il y a beaucoup de difficultés. Il y avait les difficultés pour faire nourrir le personnel qui sont ici. Il y avait une partie parce que la réserve de lait commençait à baisser. Et vous savez que les tout petits, ils utilisent en partie que du lait. Ils ont des repas, à partir de 6 mois, il y a des repas qui sont pas pour les enfants de plus de 6 mois. Mais les vivres commençaient à baisser. Parce que si vous êtes confiné pendant 2 mois, il y a 148 enfants entre 0 et 18 ans. Il y a 66 tatas qui s'occupent des enfants, plus les cuisiniers, les veilleurs et tout ça. Donc, si tu les fais vivre 2 mois, tous les réserves que tu as commencent à baisser. Fort du constat des difficultés connues par ce centre d'enfants défavorisés, des bonnes volontés se sont signalées. Donc, j'ai initié cette collecte qui, en 15 heures, nous a permis de recueillir la somme de 1 million de francs CFA, que nous avons traduit en dons en marchandises, que nous avons déposé aujourd'hui à la pouponnière de Mbour, avec tous mes collègues de l'Alliance de développement de la Somone, que je remercie, tous les anonymes, entre autres les Yaï également, la communauté des Yaï que je remercie. Et nous sommes là, pas seulement pour la pouponnière, mais les pouponnières. Donc nous essaierons également de procéder à une collecte de fonds pour les pouponnières, parce que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde doit aider ces pouponnières, ces enfants qui n'ont pas demandé à venir au monde. Ce geste est salué par les responsables de la pouponnière Vivre Ensemble, qui rappellent que les dons reçus en nature et en espèces dans ce contexte de pandémie de Covid-19 peuvent couvrir les 2 prochains mois. Et nous parlons à ce stade du journal de la grogne des transporteurs ici au Sénégal. Ces transporteurs qui se voient aujourd'hui placés sur le bas-côté de la route, ce qui les pousse à vouloir déclencher une grève de 72 heures à partir de demain mardi minuit. On va écouter l'un des porte-parole et responsables syndicaux affiliés à la synthèse interrogé par Mamadou Lamine Fati à Guédiawaye. Ils sont très remontés contre l'État, très remontés contre toutes ces décisions qui finissent par nous sembler être du pilotage à vue, n'est-ce pas? À tout moment, les décisions changent et sont des fois même contradictoires. Donc, si nous sommes parvenus jusqu'à présent à maîtriser notre population d'acteurs de transport routier, il ne faudrait pas qu'en plus qu'on vienne nous jeter en pâture contre nos autorités syndicales. C'est ce que nous refusons aujourd'hui et c'est ce que nous tenons à dire en face de l'autorité de tutelle qui a osé défier notre potentialité. La grève, en fait, c'est à partir de 0 heure, donc le mardi et le mercredi également, donc 48 heures de grève. Et juste pour avertir, pour dire que nous en avons ras-le-bol d'être stigmatisés, justement, et jeter en pâture à nos populations pour dire que voilà, ce sont des gens qui veulent se révolter, qui ne pensent qu'à eux. Nous sommes les plus impactés, en tout cas parmi les plus impactés de la population, et nous avons jusque-là tenu à savoir raison garder, à garder notre humeur. Mais là, on nous défie, et on nous pousse à aller plus loin. Et c'est pourquoi on est obligé de réagir de la sorte.
Et ce qui se passe pour ces chauffeurs et transporteurs sénégalais ressemble à s'y méprendre à un accident nucléaire. Et cela est valable aussi à Mbacké où les transporteurs sont parfaitement et tout à fait en colère. Ainsi que nous l'explique Gora Ndaklo dans cette partie centrale du pays. Les transporteurs de Mbacké ont monté au créneau pour déplorer leurs conditions de vie depuis l'arrêt du transport interurbain, très remonté contre le gouvernement. Ces acteurs du transport parlent d'une injustice. Nous avons garé nos véhicules depuis 3 mois et nous n'avons plus rien. Et même si l'État a levé les mesures, nous ne pouvons pas reprendre le chemin car certains de nos véhicules sont en panne. Ce que nous voyons actuellement n'est que de la discrimination. C'est une injustice notoire que le gouvernement est en train de faire. Nous ne sommes pas des salariés. Nous gagnons notre vie avec le transport. Donc j'invite le président de la République à revoir sa copie. léegi ñun sonn nañ lii fi nekk nag ku ñu ciy dimbale lañ xamut ku ñu ciy jàppale ci coono bii ñu sonn président de la République Macky Sall xamal ne réew mi sa njaboot ñoo fi nekk. À cet effet, le chauffeur de la commune de Mbacké fustige la latitude du ministre en charge du transport. ma jàpp ne nag am ministre suñ ko joxee benn bànqaas pour bëgg bànqaas boobu jëm kanam président chargé ko man jàpp naa ne su génnee ci télévision bi wala rajo yi di wax. Le ministre en charge du transport n'a posé aucun jalon pour relever le secteur. Il nous voit comme des gens irresponsables et pourtant nous sommes très organisés. Oumar Youm minimise toujours le transport alors qu'il n'a même pas renouvelé le parc automobile. ñun Oumar Youm pare wuñ pour ànd ak moom liggéey parce que gisuñu benn intérêt bu ñu defal. Face à la presse, le chauffeur et transporteur de Mbacké invite l'État du Sénégal à rouvrir le transport interurbain. Et la culture ainsi que la religion, c'est tout ce qui reste quand on a tout perdu. Aujourd'hui, ça devait être le pèlerinage marial à Popenguine, mais on a vu qu'il n'y a pas eu de ferveur. Mais à côté, la foi est restée inébranlable. On va écouter, nous faire expliquer le sens de cette manifestation religieuse par le vicaire de Notre-Dame des Anges. C'est ici à Ouakam, interrogé par El Hadji Malick Cissé. La Pentecôte entre dans ce que nous appelons l'année liturgique de manière générale et la Pentecôte entre de manière particulière dans ce que nous appelons le temps de Pâques. Le temps de Pâques est le temps qui commence à partir du dimanche de Pâques, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui s'achève à la Pentecôte. Donc, c'est les 50 jours entre Pâques et le dimanche de la Pentecôte. Donc, ça rentre dans ce cadre-là. Et la Pentecôte a toute une symbolique, toute une signification. Notre Seigneur Jésus-Christ étant monté au ciel, nous envoie un souffle, une force du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, je veux dire, pour nous aider à accomplir notre mission. Et cette fête, elle est fondamentale dans la vie chrétienne. C'est le début, justement, de l'ère missionnaire des chrétiens, où ils doivent rendre témoignage, où ils doivent se rappeler de tout ce que le Christ leur a enseigné et l'apprendre justement à leurs frères et sœurs. Donc la Pentecôte entre dans ce cadre-là et c'est important de le savoir. Cette année, justement, à cause de la pandémie, nous n'avons pas pu vivre la Pentecôte avec tous nos frères et sœurs. On n'a pas aussi pu vivre la Pentecôte avec le pèlerinage marial parce que c'est la date choisie pour que les fidèles chrétiens de tous horizons du Sénégal, justement, puissent rallier Popenguine, qui est le sanctuaire marial, pour effectuer un pèlerinage au pied de la Vierge Marie, confier à la Vierge Marie leurs supplications, leurs intentions de prière, afin qu'elle les achemine vers le Père par Jésus-Christ. Alors, la pandémie a fait, disons qu'elle fait son lot de ravages. Et parmi ces ravages-là, il y a justement le fait de nous empêcher de vivre notre culte, de vivre nos moments de foi, nos moments de ferveur, comme le pèlerinage. Mais Action de grâce, c'est une pause que nous respectons pour que les années futures, nous puissions vivre le pèlerinage autrement.
Et c'est le grand dossier dans cette édition d'information. Il n'y a plus de baraquement, ni même de produits immenses à la cité Baraque. C'est à Liberté 6, ici à Dakar. En lieu et place, on a érigé des immeubles d'habitation et les résidents seront donc aidés pour une sorte de relogement. Mais à ce stade, beaucoup voient qu'il y a anguille sous roche dans la forme et le mode d'affectation des appartements. Le dossier de Abdourahmane Ly. L'histoire de la cité Baraque est triste. Une tristesse qui fait couler les larmes de cette habitante. Baraque pour désigner ces maisons de fortune qui décorent le secteur. Des maisons qui seront totalement rasées pour laisser la place à des immeubles. Des immeubles qui vont désormais être les nouvelles demeures des habitants de la dite cité. Un projet que des organisations comme Enda Tiers-Monde ont jugé nécessaire de mettre à la disposition de cette population. Une population qui en sort ravie. Le président Macky Sall avait dit qu'il allait nous reloger au Lac Rose, mais si toutefois il le fait, nous allons reprendre tout à zéro. Par la suite, Mme Oven lui a dit que Fatoussi n'arrête pas de plaider pour l'érection d'immeubles pour la population. Le président de la République qui rétorque que c'est bien possible. C'est à la suite de ces échanges que le chef de l'État nous a offert ce terrain. Le bailleur est venu ériger des bâtiments que vous voyez là. Nous ne payons pas par mois, c'est juste une sorte de contribution que nous donnons pour l'entretien du bâtiment. Certains donnent 9 000 francs par mois. Là, ceux qui ont 4 chambres donnent 21 000 francs. Cheikh Ndiaye, pour sa part, dit avoir vécu 30 ans dans le secteur. Cet ancien de la localité nous amène dans sa nouvelle demeure et dénonce une ségrégation dans l'octroi des appartements. Ils ont fait une ségrégation. Ils ont distribué les maisons comme ils veulent. Nous, on n'a rien eu. Il n'y a qu'une seule chambre. Alors que chez moi là-bas, je possède 3 chambres et mon atelier là où je travaille. Maintenant, je n'ai plus de travail. Ma maison aussi, ils m'ont donné qu'une seule chambre ici. Même mes bagages, je ne peux pas rentrer dans cette chambre. La chambre est trop petite. Hein? Il n'y a même pas d'espace. Quelques instants après, nous sillonnons le désormais ancienne cité Baraque. À la sortie, nous rencontrons un groupe de jeunes gens prêts à partager la vie de Cheikh Ndiaye. Mariés, célibataires, père ou mère de famille, tous se joignent à lui pour relever un hic quant à l'attribution de ces appartements. Il y a des gens qui ont plus de 10 enfants, mais pourtant on leur a donné que 2 chambres maximum. Comment expliquez-vous qu'une famille nucléaire bénéficie de 3 chambres et d'un salon? Moi, j'ai parlé de ce problème aux maires de la localité. Quand ils ont compris que j'ai raison, ils ont donné une chambre à mon épouse. Il n'y a pas plus aberrant, sachant qu'elle est mon épouse. Pourquoi ne nous ont-ils pas donné un appartement dans lequel je pourrais être avec toute ma famille? J'ai noté des hommes qui n'habitaient plus dans le secteur, mais lorsque l'attribution des chambres a commencé, ils en ont bénéficié. Pendant ce temps, il y a des mariés ici qui n'en ont pas. Membres du comité de quartier, ces derniers n'ont pas la bonne information. Il explique que le comité n'est ni de près ni de loin concerné par le recensement, encore moins l'attribution des appartements. Moi qui vous parle, j'ai été recensé par une ONG du nom de Droit à la vie. Aucun habitant du quartier n'y a participé. D'autres éclairages s'imposent et il en est conscient. Selon sa taille de famille, sinon le L'attribution des appartements se fait selon le nombre de personnes qui composent la famille et non selon la façon dont on était dans ces baraques. Nous n'étions pas aux normes dans ces baraques. Il y en a qui ont bénéficié d'un appartement F3, d'autres d'un appartement F1. C'est ceux qui ont une femme et un enfant. Les grandes familles ont bien entendu bénéficié d'un appartement F4. Une histoire qui est très loin de connaître son épilogue. Et en ce qui concerne la mise en place des aides alimentaires dans ce contexte de coronavirus, on ne peut pas dire à ce stade que ce soit vraiment la vitesse de croisière au risque d'une exagération. C'est ainsi que l'admet le ministre en charge de l'équité territoriale de passage à Saint-Louis. On va l'entendre. Nous pouvons constater qu'à l'échelle nationale,
une bonne partie des régions, au niveau d'une bonne partie des régions, donc les opérations ont bel et bien démarré. Dans cette région même, notamment la région de Kédougou, nous pouvons constater que les opérations sont terminées à 90 et 95%. Dans la région de Ziguinchor, le département de Bignona a démarré, la commune de Ziguinchor a démarré, et dans d'autres communes au niveau même de cette région ont démarré les opérations de distribution. La commune de Matam, au niveau de la région de Matam, a démarré, le département de Kanel, le département de Ranérou, au niveau de la région de Matam. Dans d'autres régions, au niveau de la région de Tambacounda, Goudiri a démarré. Au niveau du département donc, de Koupentoum, les opérations ont démarré. Et bientôt dans la commune de Tamba et même dans le département de Tamba, les opérations vont démarrer. Région de Sédhiou, les opérations ont démarré et ils sont déjà à peu près de plus de 50% de distribution au niveau de la région de Sédhiou. Kolda, idem. Médina Yoro Foulah, ils ont terminé les opérations donc, de distribution et les autres départements, Kolda, Velengara notamment, donc ces opérations effectivement sont en cours et seront terminées d'ici quelques jours. Si je fais donc en tout cas le résumé au niveau des régions, peut-être les régions du centre, c'est-à-dire la région de Kaolack, la région de Louga, celle de Thiès et un petit peu d'Diourbel qui restent encore, qui sont encore un petit peu disons, je ne dirais pas en retard, mais il reste des actions à réaliser pour que les opérations puissent démarrer dans les meilleurs délais. Et nous restons toujours à Saint-Louis, où, comme on le disait jadis, où tout est chef-d'œuvre, les kits alimentaires ont été mis à disposition, ainsi que nous le rapporte Momar Alisnian et Alécham à Saint-Louis. Les opérations de distribution de vivres dans le cadre de la pandémie du coronavirus ont démarré effectivement aujourd'hui dans les communes de la région de Saint-Louis sous la supervision du gouverneur. Nous avons mis en place 70% de l'ensemble des alimentaires avec des quantités reçues à 100%, des quantités reçues à 90%, à 85%. Et aujourd'hui, à 18h certainement que nous serons peut-être à 90% parce que beaucoup de camions sont stationnés à Dagana et dans le Podor et tout compte fait avec ce mouvement et cette mobilisation de beaucoup de moyens de transport, nous comptons démarrer sur l'opération dans toutes les communes de la région de Saint-Louis. L'autorité en charge de la distribution des kits alimentaires se fixe un délai d'une dizaine de jours pour terminer ces opérations. Le département de Saint-Louis a reçu l'ensemble de son quota. PAL a reçu son quota. Le sous-préfet est en train de vérifier. PAL va commencer, EFAS vont commencer à distribuer mardi. La commune de Saint-Louis a commencé à distribuer hier. Djebel Gandiol commence à distribuer aujourd'hui. Podor va distribuer à partir de mercredi. Et cette distribution se fera concomitamment à la mise en place donc, des denrées restantes. Et l'objectif aujourd'hui, c'est que dans une dizaine de jours, que nous puissions remettre l'ensemble des kits alimentaires aux 67 000 ménages identifiés dans le ciblage dans la région de Saint-Louis. Ces kits alimentaires viennent soulager des milliers de familles qui ne savaient plus où donner de la tête en cette période très difficile. Et en deux mots, nous restons toujours dans le nord du pays, à Matam, où le virus vient d'entrer dans la commune de Oudalaye, où un homme de retour de Dakar a été détecté positif. C'est un cas contact précisément. Oudalaye, c'est dans le département de Ranérou. Le patient est un éleveur qui faisait la navette entre Dakar et son terroir. Autre chose, on vient de l'apprendre, les écoles de l'Office diocésaine de l'enseignement catholique de Dakar ont indiqué aujourd'hui qu'elles ne vont pas recevoir ou accueillir les élèves ce mardi, c'est-à-dire demain. On va écouter l'intervention de l'abbé Georges Nguiran Diouf, interrogé tout à l'heure par Omar Khan et Mafalfal. Nous, les établissements de l'Office
diocésain de l'enseignement catholique de Dakar, direction et personnel, interpellons les autorités de tutelle. Quel est le problème? Nos écoles ne sont pas prêtes à recevoir les élèves le 2 juin pour non-respect du protocole sanitaire par les responsables dédiés. Prenant toute la mesure de sa pleine responsabilité, les écoles de l'Office diocésain de l'enseignement catholique de Dakar se donnent le temps de se préparer à recevoir les apprenants. Les établissements ouvrent, mais sans les élèves. Une telle mesure est motivée par la conscience de ne pas mettre la vie des élèves, des personnels et des familles en danger. Ainsi, les directions sont ouvertes pour continuer la préparation et s'assurer que tous les préalables sont remplis pour une arrivée des élèves le jeudi 4 juin. En espérant bien sûr que l'autorité compétente prenne le taureau par les cornes. Voilà, et le commentaire qui s'impose, c'est que c'est une vraie fausse note, donc à la veille du retour en classe d'examen. Le rêve américain, on va terminer par là, a été vendu, et bien vendu de par le monde. Les éminences grises comme l'écrivain Francis Fukuyama ont déjà théorisé la fin de l'histoire et anticipé que le pays de l'oncle Sam est un pays insubmersible sur tous les plans. La tentation de la pureté est allée loin avec la mise en avant d'un État fédéral aseptisé et même sans défaut. L'actualité récente dit qu'il faudra bien relativiser. Le virus y a fait déjà plus de 100 000 morts et la racialisation de la société s'est accentuée, ainsi que la brutalité policière qui vient de réveiller les vieux démons de l'Amérique. L'Amérique, c'est aussi bien une grande part de rêves, mais aussi beaucoup de cauchemars. C'est la fin de ce journal. Demain, vous retrouverez Mamadou Ibra Kane qui va vous livrer les informations du soir. Bonsoir.